Je voulais faire quelques petits commentaires sur les présentations précédentes. Alors Pierre, déjà j'espère que tu as bien dormi, parce que hier tu me disais que tu étais vraiment stressé. Je suis très heureux que le Rotary commence avec son 7e pilier qui concerne l'environnement. L'hygiène contribue à la mesure de l'environnement, à son évolution, et c'est peut-être aussi une des raisons de cette présentation. Avant, tu as fait sortir Gérard Dubois. J'aurais dit, on ne fait pas sortir le loup du bois, mais on fait sortir le poirier du bois, en fait. Anaïs. On a des poètes. Ouais, Anaïs, j'ai vraiment aimé ta présentation concernant le miel. Quand j'étais adolescent, je faisais l'extraction du miel avec mon père et mon grand-père, donc j'étais à l'extraction à la main. C'était des moments véritablement splendides. D'accord, donc tu as utilisé des centrifugeuses, etc. Exactement, j'étais à la centrifugeuse, c'était ma partie préférée. Et là, c'était ta partie préférée, et là, le projet enlève ta partie préférée, donc. Et te fait gagner du temps. Parce qu'on va pouvoir le faire nous-mêmes, en fait. Voilà. Exactement. On aime le miel, ma petite femme et moi. On en achète chez le producteur systématiquement en Alsace quand on est en vacances. Chez le producteur, c'est une certitude. On adore ça. Et j'ai adoré cette innovation. Jean-Marc, je confirme qu'effectivement, il y a un objectif zéro artificialisation nette en 2050. Dans ce cadre-là, il y a une occupation du sol qui est en cours de fabrication, occupation du sol dite à grande échelle, qui va permettre de mesurer où on en est tous les 3 à 5 ans environ et vérifier qu'on tend effectivement vers cette artificialisation nette. Alors, il y a de l'artificialisation, puis aussi le contraire, et c'est le solde des deux qui doit tendre vers zéro en 2050. J'en profite pour préciser que je suis aussi directeur du projet OCS Grande Échelle à l'hygiène aujourd'hui. Voilà. François, j'ai adoré la résolution d'un petit problème, qui est grand quand même, dans un problème infiniment plus vaste. Je vais appeler ça la théorie des petits pas, et c'est aussi comme ça qu'on avance sur un certain nombre de sujets, j'en suis convaincu. Voilà. Enfin, toujours par rapport au miel et aux abeilles, il y a un grand monsieur qui a dit un jour, je crois, que si les abeilles disparaissent, il n'y aurait plus d'espèces humaines 4 ans plus tard, quoi. Albert. Peut-être. Voilà. Alors, le titre de cette présentation, c'est Cartes, Sciences et Technologies. Alors, on va commencer par les cartes, mais ce sera beaucoup sciences et technologies, en fait, parce que l'hygiène, c'est pas juste un fournisseur de cartes. Je vous remercie pour votre accueil, et ça va démarrer. Voilà. Merci Pierre, c'est fait. Voici rapidement le plan de la présentation. Je vais vous expliquer largement c'est quoi l'hygiène. Un petit passage sur la forêt. Je vais vous donner quelques éléments d'information importants concernant le GPS, dont on entend tous parler. Je vais vous parler d'innovation, de données, de l'IA, évidemment, avant de conclure. Alors, on va faire des excursions. J'aime beaucoup les sciences en général, et je me permettrai donc des excursions juste pour mon plaisir personnel, quoi. Voilà. Alors, ceci était la première carte au 25 millième de l'hygiène. Elle a été fabriquée en 1950. Alors les randonneurs et les cyclistes connaissent les cartes topographiques, et c'est principalement par les cartes que l'hygiène est connue en fait. Mais l'hygiène s'est beaucoup transformée. Voici donc l'hygiène, c'est la top 25 dont j'ai parlé, la carte topographique, la carte d'état-major. Ici, c'est la carte d'état-major de Saint-Thibaud-de-Vigne, 19e siècle. Ensuite, c'est une longue histoire. Le corps des ingénieurs géographes a été créé en 1696, et de la période 1887 à 1940, en fait, les ingénieurs géographes étaient tous X, et ils allaient au service géographique des armées. C'est en 1940 que le SGA a été supprimé par décret et a donné naissance, à peu près à l'identique, à l'Institut géographique national. En 2012, il y a absorption, les deux établissements, IGN et IFN, Inventaire forestier national, ont fusionné. C'est pour ça que l'Institut géographique national est devenu Institut national de l'information géographique et forestière. Voilà, les petits logos, donc c'est écrit. Jusqu'en 2001 et jusqu'en 2012 en fait, Institut géographique national, et puis Institut national de l'information géographique et forestière depuis. Alors voici les sites où nous nous trouvons. Alors je ne vais pas vous les énumérer, je vais simplement mentionner qu'il y a une école et un service de recherche à Saint-Mandé, à Champs-sur-Marne, pas loin d'ici, le siège est à Saint-Mandé. On a des avions à Beauvais, avant c'était à Creil, certains le savent, et puis on a des spécialistes du spatial à Toulouse. Alors, je reviens rapidement sur la carte. Ceci est une carte top 25, normalement bien connue des randonneurs et des cyclistes. Tout est vrai.
on s'y retrouve, on sait où on est, on arrive à se diriger, etc., etc. Mais en fait, la grande surprise, c'est que dans une carte, tout est faux, et je vais essayer de vous le montrer. Alors, ceci est une photo aérienne d'un quartier que Pierre connaît très bien, puisque c'est notre rue. Donc Pierre habite ici. Il habite là. Et moi j'habite là. On voit pas la piscine. Et sur la carte, alors voici un zoom très fort sur la carte correspondante, on s'aperçoit que cette maison-là, elle touche la rue des deux côtés, c'est faux. Cette maison-là, elle touche la rue au nord, c'est faux. Cette maison-là, qui est la mienne, elle touche la rue ici, c'est faux. Tout est faux. En fait, tout est faux parce que l'objet d'une carte, c'est de vous fournir un maximum d'informations dans un espace très restreint. Je veux dire, la carte papier, on ne peut pas l'agrandir et puis on ne peut pas dessiner des trucs qui ont une finesse infinie pour que vos yeux puissent le comprendre. Donc ce travail qui consiste à mettre en place un maximum d'informations pour l'utilisateur dans un espace limité, c'est un des grands métiers de l'hygiène dont je ne parlerai plus aujourd'hui, c'est la généralisation. C'est un véritable travail d'artiste souvent. Et nos cartographes qui dessinaient les cartes à la main étaient de véritables artistes. Voilà. Rapidement, les missions de l'hygiène. On appuie les politiques publiques, on produit des données, mais ça fait belle lurette qu'on ne produit plus seuls les données. Pourquoi? Les collectivités locales, par exemple Strasbourg, ont des services géomatiques très importants et ils sont très autonomes. C'est vraiment génial. Donc on coproduit. On fabrique également des services numériques, des programmes et des sites internet, si vous préférez. On en fabrique de plus en plus. En fait, c'est même devenu notre métier principal maintenant. Évidemment, on ne les fait pas tout seul. On les fait avec d'autres pour mieux répondre aux besoins. Donc Gérard me mentionnait le géoportail, donc ça c'est purement hygiène, mais il existe aussi un géoportail de l'urbanisme qui permet à chaque commune, et d'ailleurs c'est une obligation, de publier les plans locaux d'urbanisme. Ce site a été développé par l'hygiène pour le compte de la DGUP, la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages, en 2015 environ. Enfin, une grande mission d'hygiène et sur laquelle on compte un maximum en ce moment, c'est la recherche et la valorisation de la recherche. Nous avons des chercheurs de pointe sur tout un tas de domaines. Voilà. Nous sommes environ 1500, donc 40 chercheurs permanents et 30 non permanents, des doctorants et des post-doctorants. Il y a environ 30 enseignants permanents qui s'associent à 100 vacataires, parce qu'on ne peut pas enseigner toutes les matières. Et on délègue largement les sciences humaines, par exemple, à des prestataires, des profs externes, en fait. Il y a 150 équipiers qui travaillent dans la filière d'innovation, dans la filière de développement, dans la filière d'infrastructure. Voilà. Alors, l'École nationale des sciences géographiques, elle fait partie de l'université Gustave Eiffel, qui se trouve à la Cité des Cartes à Champs-sur-Marne. Et c'est une université qui a été financée en fait par un grand plan, par le plan PIA, le plan d'investissement d'avenir, il y a environ 5 ans. Donc la thématique de cette université, c'est la ville et les territoires durables et résilients. Alors la ville durable, c'est aussi bien vivre en ville, et c'est pour ça que l'information géographique ou la carte seule ne suffit pas. Pour bien vivre en ville, il faut qu'on ait les compétences, et il y en a à l'université Gustave Eiffel, donc il faut qu'il y ait les compétences d'autres chercheurs de la faculté de l'université Pierre et Marie de Paris, Marne-la-Vallée, pardon. Voilà. Les compétences de l'hygiène, alors ça va du pilote d'avion à l'assistance à maîtrise d'ouvrage, en passant par tout un tas de métiers. Donc là, c'est uniquement les métiers, hein. Il y a bien entendu les secrétaires, il y a bien entendu une DRH, il y a bien entendu toutes les fonctions support. Mais, donc il y a des pilotes, des photographes, des opérateurs de production 2D, 3D. Tout est en numérique maintenant. Nous accompagnons des partenaires pour la réalisation d'un certain nombre de choses. Et nous faisons également du conseil. Nous appuyons les politiques publiques. Voilà. Nous sommes financés par de très nombreux projets. Pour la recherche, évidemment, l'Agence nationale de la recherche. Pour de la production et de l'innovation, nous avons 3 projets fonds de transformation de l'action publique en ce moment. Le projet OCS grande échelle dont je vous parlais il y a 5 minutes 20 est un projet FTAP. Enfin, avec l'Europe, bien entendu, nous avons des projets avec Horizon Europe, qui est le 8e ou le 9e plan commun de recherche et développement européen. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est là. C'est une photo hygiène. Là,
on est au même endroit exactement, c'est une photo Google Maps avec les routes en plus. Et puis on pourrait se demander, ben, finalement l'hygiène, j'ai tout sur Google, à quoi sert l'hygiène aujourd'hui? Alors en fait, avec les GAFAM, tout semble gratuit. Et sur Internet, quand quelque chose est gratuit pour vous, c'est que c'est vous le client. On le verra plus tard. Alors en fait, il y a des enjeux de souveraineté qui sont vraiment très très impressionnants. Bon, Trump n'est pas là aujourd'hui, il n'est plus là aujourd'hui, mais si Trump avait encore été là au pouvoir aux États-Unis, j'aurais dit il suffit que Trump appuie sur un bouton pour qu'on n'ait plus Google en France. Et à ce moment-là, on ferait quoi? On a besoin des cartes. Quand vous faites une recherche sur Google, 3/4 du temps, il y a une carte qui va avec. Donc la carte, en général, est un véritable outil de compréhension des réponses qu'on nous apporte dans le numérique. Alors la souveraineté, c'est pas que la France en fait. La souveraineté, elle est surtout au niveau de l'Europe, parce que c'est aussi grâce à des satellites financés par l'Europe que le continent s'est doté d'une véritable souveraineté en matière d'approvisionnement en données. Les données, c'est fondamental. Alors, il y a les satellites, la constellation européenne s'appelle Galileo, c'est un peu le GPS européen, c'est un barbarisme parce que GPS c'est véritablement américain en fait, et puis la constellation Sentinelle dont vous verrez un petit exemple plus tard. En France, on a nos avions, on fait de la production collaborative, on ne produit pas tout seul parce qu'on n'est pas assez nombreux, c'est pas bien grave. Comme je l'ai dit, les collectivités ont des moyens 4 fois supérieurs aux nôtres pour mettre à jour les différentes données dont elles ont besoin. Voilà. Alors, quelques usages de l'information géographique. Alors petit à petit, je suis passé de la carte et maintenant c'est de l'information géographique. D'abord, je l'ai dit tout au début, c'est savoir où vous êtes et puis observer ce qu'il y a autour de vous. Ensuite, c'est mesurer des choses. Au début, on mesurait la largeur d'une rivière, on mesurait des bâtiments, des choses comme ça. Très bien. C'est une fonction de description du territoire. Voilà. Aujourd'hui, cette fonction-là, c'est quelque chose qui est basique, on va dire, parce que c'est une nécessité pour tous. Les enjeux, ils sont bien au-delà. Agir et réagir. Pensez aux pompiers. Quelqu'un appelle, il faut que l'adresse soit bien répertoriée dans leur base de données pour qu'ils puissent intervenir dans les meilleurs temps. Alors, 2009 ou 2010, je ne sais plus quand c'était, il y a eu un tremblement de terre en Haïti et tout était détruit. Et la communauté OpenStreetMap, communauté mondiale, qui entretient une base de données libre, gratuite, s'est mobilisée pour signaler les endroits où les bâtiments étaient détruits, où les réseaux étaient coupés, etc. etc. C'est à cette occasion-là que OSM a franchi une véritable marche en termes techniques et en termes de connaissances. Ils ont été encore plus connus suite à cet événement et la réaction qu'ils ont eue. C'est une démarche collaborative qui est essentielle et on peut saluer, l'IGN salue les efforts d'OSM en général. La tempête Alex. Donc, ceci est une photo aérienne de la vallée de la Roya. C'était l'année dernière, en été. Voilà, la tempête est passée par là et quelques semaines après la tempête, il y a une nouvelle photo aérienne qui a été faite exprès pour voir les dégâts. Donc c'est un objet d'évaluation des dégâts aussi, les moyens de l'hygiène et d'autres d'ailleurs. Voilà. Il faut voir, il faut comprendre, il faut expliquer un certain nombre de phénomènes et la carte est un excellent moyen pour expliquer les phénomènes. Je rends un hommage à Jean-Christophe Victor qui avait une si belle émission, le dessous des cartes, qui expliquait un tas de choses qu'on comprenait véritablement bien, il était très didactique et il nous a quittés il y a quelques années. Voilà. Pour les politiques publiques, il s'agit de décider, en particulier en matière d'aménagement du territoire, il s'agit de décider, le décideur a de plus en plus besoin d'outils qui permettent d'évaluer l'impact de ses décisions, idéalement avec des incertitudes, et l'IGN a un rôle d'aide à la politique publique en matière de choix dans les décisions qui sont faites. Ici, donc, une simulation d'inondation que nous devons à la métropole de Rennes. Enfin, le patrimoine. Ceci est le temple de Baal-Shamin à Palmyre, en Syrie, qui a été numérisé complètement par la société Iconem en 3D. Nous avons un patrimoine numérique de ce temple et on est bien heureux parce que ce temple a été détruit par Daesh. Par rapport à ça, pensons à Notre-Dame de Paris. La forêt. Alors, quelques éléments généraux sur la forêt. Alors d'abord, la surface de la forêt en France, c'est 16 millions d'hectares, enfin 17,
Bref, 170 000 km², c'est à peu près un tiers de la surface de la métropole. La Guyane, c'est 80 000 km². Voilà. Elle est répartie à 75% en termes de surface, donc 75% de la surface forestière française est privée et 25% est publique. Alors c'est l'Office national des forêts qui entretient les informations liées à la forêt publique et entretient la forêt elle-même également. Quant à la partie privée, c'est le Conseil national de la propriété forestière qui entretient un certain nombre d'informations, mais il n'agit pas directement sur la forêt. Ce sont généralement des particuliers qui possèdent un lopin de terre forestier, et souvent ces particuliers ne se connaissent pas. On y reviendra plus tard. Ne se connaissent pas en tant que propriétaires forestiers, bien entendu. La forêt grandit, que ce soit en volume ou en surface. La forêt métropolitaine, elle augmente de 0,5% par an. Elle ne réduit pas, le volume augmente ainsi que sa surface. La forêt française est la plus variée d'Europe. La forêt autrichienne est dans les pays du Nord, typiquement. Ce sont des forêts, disons, quasiment monoculture, monoespèces, alors qu'en France, il y a une variété considérable d'espèces, et ça en fait donc une véritable spécificité, ce qui fait qu'il y a des recherches de pointe, à nouveau, qui sont menées pour la forêt française à cause de cette variabilité, de cette grande variété de la forêt. Voilà. Nos objectifs sont d'inventorier les espèces, les maladies, tout un tas de choses, un grand nombre d'indicateurs. Et ces statistiques et cette enquête est reconnue comme enquête publique, au même titre que les enquêtes de l'INSEE, donc elle est labellisée par le Conseil national de l'information statistique. Soutenir la filière économique forestière. Alors ça c'est important parce que la filière économique forestière, c'est pas la France, ce sont les bassins d'approvisionnement, les scieries, etc. Donc nous avons un certain nombre d'actions vis-à-vis d'eux. Je ne les détaille pas aujourd'hui. La forêt est un outil de mesure du changement climatique. On voit des phénomènes du changement climatique dans nos forêts. C'est aussi un objet de préservation. Comment préserverons-nous la forêt du changement climatique? Il faut savoir que si le scénario du GIEC, le pire, est celui qui arrive, dans 100 ans, il n'y a plus de forêt en France, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que nous simulons et que nous anticipons l'évolution de la forêt française. Alors avant, il y a un des présentateurs qui a parlé d'ABAC. Voilà très rapidement en fait des progrès qui ont lieu en ce moment dans le cadre de la mesure de la forêt. C'est le volume aérien du bois. Donc c'est le tronc, les grandes tiges, et puis les petites tiges et les feuilles, quoi. Les feuilles c'est bois énergie, le tronc c'est du bois d'œuvre de haute qualité. Puis la charpente, généralement, c'est plutôt les branches. Voilà. Alors ce que font les opérateurs sur le terrain, c'est qu'ils mesurent un certain nombre d'éléments qu'on appelle les variables. À 1,30 m, voilà, je mesure le diamètre, la circonférence du tronc. Et puis d'autres éléments. À partir de ces différents éléments, il y a des ABAC. On en déduit le volume du bois d'œuvre, etc., etc. Ça donne une évaluation économique de la forêt. Et c'est très très important. Alors, on essaie de progresser, puisque en gros, on n'est pas tout à fait bon. Et c'est par des techniques de lidar 3D forestier. Alors le lidar, c'est un laser qui tourne et qui mesure des points en 3D. On fait des reconstitutions des arbres extrêmement précises comme celle-ci pour améliorer les ABAC dont je vous ai parlé. Alors rassurez-vous, on ne mesure pas tous les arbres de la forêt comme ça. C'est quelque chose de statistique, hein, bien entendu. Voilà. Le GPS. Alors d'abord le principe. Vous avez un récepteur, un satellite GPS, puis là il y a un autre récepteur. Bon alors c'est votre téléphone. Hein. Voilà. Alors le principe du GPS c'est le suivant. D'abord, j'ai des gens de ma famille qui pensent que le GPS, le téléphone, il demande au satellite sa position. C'est tout à fait l'inverse. Hein, c'est le satellite qui dit il est telle heure suivant mon horloge atomique et je suis à tel endroit. Et à partir de ça, le téléphone, le récepteur calcule sa position. Alors vous savez tous qu'il faut au moins 3 points pour faire une triangulation dans l'espace. En fait, parce que les horloges atomiques des satellites ne tournent pas exactement à la même vitesse. Enfin, le temps des horloges atomiques ne s'écoule pas véritablement de la même manière dans les différents satellites. Il faut un 4e satellite au moins pour avoir une position du récepteur. Alors dans la vraie vie, si on en a 5, 6, c'est bien aussi. Plus il y a de satellites qui sont vus, captés par le récepteur, meilleure la position. Voilà. Alors là, il y a des véritables enjeux continentaux, à nouveau de souveraineté.
Le GPS, c'est le GPS américain, je l'ai dit. Il y a une 20 ou 25 ans environ, les Américains avaient débrouillé une partie du signal, ce qui a permis l'essor des applications GPS dans le reste du monde, mais ça veut dire aussi qu'ils peuvent rebrouiller s'ils le souhaitent. Donc face à ça, les Russes, les Européens et les Chinois ont développé leur propre constellation de satellites. Et aujourd'hui, généralement, dans votre téléphone, vous avez des téléphones compatibles GPS, compatibles Galileo et d'autres. C'est ce qu'on appelle le GNSS, le Global Navigation Satellite System. Vous pouvez aller voir ce site qui vous permet d'observer en temps réel où se trouvent tous les satellites connus. Il est un peu compliqué d'utilisation, mais nos enseignants se feront un plaisir de vous mettre le pied à l'étrier. Voilà. Alors, je vous ai parlé de l'écoulement des temps des horloges satellites. Alors, il y a un monsieur que vous connaissez qui a dit, pour les abeilles, mais en 1905, il a publié la relativité restreinte et en 1916, la relativité générale. Alors, il se trouve que si Albert n'avait pas découvert la relativité, il y aurait de véritables défauts sur les GPS, ça ne fonctionnerait pas du tout. Parce que le temps, l'écoulement du temps des satellites, il dérive par rapport au temps de la Terre de ceci, 35 microsecondes par jour. C'est rien du tout, mais ça, si on n'en tenait pas compte, votre téléphone penserait demain qu'il est à 10 km de là où il est maintenant. C'est le décalage qu'on observerait dans nos GPS, là, si la relativité d'Einstein n'était pas prise en compte dans le système. Alors, concernant la relativité, il y a des débats. Est-ce qu'il était vraiment le père de la relativité, etc., etc. Je ne sais pas, finalement. Mais parmi les concurrents qui auraient contribué sensiblement à la mise en œuvre de la théorie de la relativité, et surtout la générale d'ailleurs, il y a un Français, Henri Poincaré, le mathématicien. Et là, je vais faire une petite excursion. Parce que l'Institut de mathématiques Clay aux États-Unis a publié un bouquin au début du millénaire, là, où il indique qu'il pose en fait les 7 problèmes du millénaire. Ce sont des problèmes très très compliqués qui vous attribuent 1 million de dollars si vous résolvez un des problèmes du millénaire. J'ai pas essayé. D'autres ont essayé. Et en particulier, la conjecture de Poincaré, qui est un des 7 problèmes du millénaire, a été prouvée par Grigory Perelman en 2003. La légende dit qu'il aura refusé le prix. Voilà. On continue. On passe au chapitre innovation. En 2013, environ, l'IGN s'est doté d'un accélérateur de projet. Bon, en gros, c'est un incubateur, mis à part que on s'adresse à des sociétés privées qui existent déjà. On ne s'autorise pas à les faire démarrer de zéro, parce qu'en fait, on n'est pas structuré pour ça, tout simplement. Voilà. Cet accélérateur de projet, cet incubateur, s'appelle IGN Fab. Il est à Saint-Mandé. Alors, je ne vais pas vous raconter toute la vie d'IGN Fab, je vais simplement mentionner 3 sociétés qui sont passées par nous et que nous avons aidées. La première, je crois, c'est Inson Trust. Alors, Inson Trust, c'est un peu le mythique des propriétaires de toits et des installateurs de panneaux solaires. Le premier challenge qu'ils ont résolu avec nos données et un peu de nos compétences, c'est d'identifier le potentiel solaire d'un toit, tout simplement. Ensuite, ils sont mythiques parce qu'ils ont autour d'eux, ils ont agrégé des installateurs avec les systèmes classiques de l'Internet, évaluation, etc., etc. Genre de choses que l'IGN ne sait absolument pas faire. Et mettre des étoiles aux sociétés, c'est pas notre boulot d'ailleurs. C'est le boulot du privé. Voilà. Inson Trust. Alors on est très content parce qu'ils étaient 3 au départ, je crois qu'ils sont 14 ou 15 maintenant. Open Forêt. Alors Open Forêt, c'est un peu le mythique des propriétaires terriens forestiers qui ne se connaissent pas et des scieries. En fait, c'est mon cas, mes grands-parents avaient un lopin de forêt, puis les grands-parents avaient 2 enfants, puis chacun des 2 enfants avait 2 enfants, dont moi. Et la petite parcelle forestière de mes grands-parents, elle était divisée en 4, et en définitive, moi on savait qu'on avait un lopin de forêt, mais peut-être pas mes cousins. Bref, il y a plein de propriétaires forestiers qui ne se connaissent pas. Tout simplement parce que ce qui les intéresse d'abord, quand ils héritent, c'est pas la forêt, hein, quand elle est toute petite, c'est la maison, la voiture, etc., etc. Bon, des millions de propriétaires forestiers qui ne savent pas qu'ils sont propriétaires forestiers. Du coup, cette forêt n'est pas gérée et elle n'est pas valorisée. Alors ça, c'est un vrai problème parce qu'on a des engagements de gestion durable de la forêt en France. Alors ce que fait Open Forêt, c'est qu'il a une espèce de banque de données de ces propriétaires forestiers qui ne se connaissent pas, il a une banque de données des scieurs
qui eux se connaissent par contre, et il les fait entrer en relation afin que le sieur y trouve de la matière première et que le propriétaire forestier dit « Ah, j'ai vu de la forêt, ça vaut un peu quelque chose, bon bah ok, je veux bien vendre, etc. etc. » Étant donné que bon, le prix du bois il augmente, il paraît que la Chine achète tout le bois mondial, etc. Donc on a des ressources, la surface de la forêt française elle augmente, donc on n'est pas vraiment en pénurie, c'est vraiment une super société et une thématique vraiment bien choisie je trouve. Enfin, Rémi Water, là c'est encore du solaire, c'est une start-up réunionnaise qui a une idée sympa, c'est la suivante. On a du potentiel, on a des panneaux solaires installés un petit peu partout, mais ils ne vont pas produire quand il n'y a pas de soleil. Voilà. Donc l'idée qu'ils ont eue, c'est de prévoir la production photovoltaïque en fonction de la météo. Alors ça a marché en Réunion, et ils ont candidaté à un appel à projet de l'IGFA, ils ont été retenus. Leur objectif, c'est de faire de la prédiction de production solaire en métropole, à partir d'une base de données des panneaux photovoltaïques et de la météo. Alors c'est pas si idiot parce qu'il semblerait que notre réseau électrique ne soit pas super adapté à l'existence de plein de petites unités de production d'énergie. Il y a des investissements lourds à mettre en œuvre pour adapter notre réseau électrique. Contrairement aux Allemands, qui eux, en Allemagne, ça fait des années qu'il y a des petites productions locales avec des moulins, des choses comme ça. Il semblerait que les réseaux soient vraiment très très différents. Mais je ne peux pas vous en expliquer plus. Voilà. On quitte l'innovation. Je vais vous parler un petit peu de données. Voici une image satellite Spot 5. Bon. Voici une image Sentinelle-2. Alors, c'est un satellite européen. Ici, c'est sur Nice. Voilà. Alors, c'est rouge parce que c'est de l'infrarouge. Hein. Ici, c'est un satellite militaire d'observation. Hein. Les militaires, ils observent aussi. Et merci à eux. Alors ici, c'est une petite anecdote. Elon Musk a l'ambition de mettre en place une constellation de 10, 20 000 ou 30 000 satellites de communication. Ils sont tout petits et ils sont tirés en groupe. Une fusée qui s'envole, paf, elle envoie, je sais pas, 20 satellites. Alors ceux-ci, donc c'est de la constellation qui s'appelle Starlink. Et ça, c'est l'image d'un paquet de satellites qui a été tiré. En fait, ça a ému les observateurs du ciel, les astronomes, parce qu'on les voyait énormément, ces satellites. Quoi. Donc les scientifiques ont râlé, et Elon Musk a promis qu'il rendrait ses prochains satellites un petit peu moins visibles. Donc je ne sais pas si ça a été fait, à suivre. Donc. Bon, je vous ai dit qu'on avait des avions, donc voici une photo de la Côte d'Or. Voici une photo de Creil, sous la neige, et voici une photo du port de Fos-sur-Mer, je crois, donc c'est la partie fret, avec les conteneurs. Voici une photo très particulière, alors c'est Metz. C'est une photo de nuit. Vous voyez bien tous les lampadaires allumés. Donc l'IGN a la capacité à faire des acquisitions d'images de nuit pour voir ce genre de choses-là. C'est en lien avec l'évaluation de la pollution lumineuse et prochainement les réglementations qui vont se durcir, etc., etc. Alors, ce que vous voyez entre les lumières, là vous distinguez, enfin j'espère que vous distinguez, en fait des bâtiments, des routes, etc. Vous distinguez la photo de jour. Et dans la vraie vie, quand l'avion a volé pour faire ses photos de nuit, on ne voyait rien du tout des bâtiments. Donc en fait, ce que vous voyez là, c'est une superposition entre une photo de nuit, les lumières que vous voyez, et une photo de jour, fabriquée de façon traditionnelle. Alors, il y a un petit secret dans tout ça, c'est que quand l'avion il vole, il bouge, comme ça, et pour que ces deux photos de jour et de nuit se superposent, il y a tout un tas de méthodes qu'on appelle la photogrammétrie et l'aérotriangulation qui sont mises en œuvre. C'est compliqué, je ne vous explique pas aujourd'hui, mais il y a un vrai secret de fabrication derrière cette image de superposition. On a vu les satellites, on a vu les avions, et puis sur le terrain, il y a des gens qui bossent aussi. Alors voici un géomètre de l'IGN en mission en Terre Adélie, qui fait des levées topographiques. Alors j'ai révisé, c'est des manchots qu'il y a là-bas. Voici un opérateur de collecte d'informations, un géomètre typiquement, qui a son sac à dos avec dedans des caméras, et puis un lidar et un GPS. Alors le lidar, c'est toujours ce petit appareil qui tire des rayons laser et qui mesure les distances, etc.
Puis il a une tablette, il vérifie en temps réel que les données qu'il est en train d'acquérir sont correctes. Vous avez une Google Car, peut-être certains d'entre vous en ont-ils déjà vu, donc il y a aussi des voitures Apple, etc. Et ici vous avez un véhicule d'acquisition de cartographie terrestre, pardon, de cartographie mobile, c'est un peu ce que fait Google, mais celui-ci il est à l'IGN. Alors c'est un véhicule de recherche et d'expérimentation. L'IGN a investi lourdement dans ce véhicule afin de comprendre ce que voient ces différents véhicules, quelles données on peut produire avec, à quel point on peut reconstruire, on peut fabriquer des données 3D ultra précises à l'avenir, etc., etc. Alors, cet engin dit Stereopolis ne sera jamais industrialisé parce qu'on n'en a pas les moyens, parce que il y a déjà des gens qui sont dans la place. En revanche, on s'en sert pour préparer l'avenir de ce que sera l'information géographique, et en particulier les jumeaux numériques. Alors les jumeaux numériques, c'est l'acquisition et la modélisation dans des bases de données de tout ce que l'on peut mesurer, y compris la simulation, simuler les évacuations par exemple. Pour simuler proprement une évacuation, je redis, il ne suffit pas de dire que là, cette porte elle fait 2,50 m et on peut y faire passer 10 personnes allez, 30 personnes à la minute. Quand il y a l'évacuation, les gens ils sont en panique, parfois il y a des gens qui tombent, et pour avoir des simulations plus précises de ce que pourrait donner cette porte-là quand il y a une évacuation à faire, on a besoin de spécialistes du comportement. Je redis que l'infogéographique ne fait pas tout, on a besoin de chercheurs et d'innovateurs dans des filières plus sciences humaines, enfin dans l'ensemble des autres filières en fait. Je continue. Voici ce que l'on voit avec le lidar qui est embarqué dans cet engin. C'est un nuage de points, bon, peu importe le nuage de points, on a un bel aperçu et très très précis de ce qu'est le monde ici sur Paris. Quand on met tout ça sur Internet, et après d'autres traitements, on aboutit à ceci. Vous pouvez voir de façon extrêmement précise les bâtiments, les arbres, etc., etc., etc. Dans une plateforme Internet, vous pouvez naviguer dedans en temps réel, y injecter vos propres données, etc., etc. C'est une relation IGN qui s'appelle iTowns. Maintenant, donc on était au sol, on va en dessous. Il est très dangereux de casser une canalisation de gaz quand vous êtes en train de mener un chantier de construction. À l'IGN, à Saint-Mandé, ça nous est arrivé. On a construit un bâtiment, puis une pelle a trouvé une canalisation de gaz, donc évacuation. Alors pour prévenir ces aventures-là, il y a une directive, c'est la directive anti-endommagement, qui prévoit que l'ensemble des réseaux souterrains, alors c'est le gaz, l'eau, l'électricité, la fibre, etc., bien entendu, soient cartographiés de façon très précise, afin que quand on va sur le terrain, pour creuser, on puisse voir ce qu'il y a en dessous, pour éviter de creuser dans les choses qu'il ne faut pas abîmer. Donc ici, vous avez un responsable de chantier qui s'apprête à creuser, alors là c'est peut-être déjà fait, et qui voit en temps réel, en réalité augmentée, les réseaux souterrains, pour peu que la tablette, là, elle sache bien où elle est et comment elle est tournée, quoi. Ça c'est un vrai enjeu aussi, savoir comment la tablette est tournée. Voilà. Donc une carte 2D pour des réseaux enterrés sous la terre, sous le sol. Ici un partenaire, le Chaume, donc c'est l'ancien service hydrographique et océanographique de la marine, eux, ils cartographient les fonds de mer. C'est un peu notre homologue pour la mer en fait. Ici, une carte géologique évidemment, en dessous des quelques premières dizaines de centimètres, il y a bien des choses, et donc c'est le bureau de recherche géologique et minière qui en est chargé. Enfin, une acquisition lidar métro Croix de Chavaux, donc c'est toujours ce fameux lidar. Hein. Bon, là on n'est pas dans la Croix de Chavaux, on est à l'extérieur virtuellement, et on peut voir la forme. Alors, ce fameux lidar, ici, vous avez donc une couverture sur une plage de l'île de la Réunion, avec un point qui n'est pas très fréquent, il y en a 2 par mètre carré, c'est-à-dire que sur ça, là, à peu près, vous avez 2 points. Dans les prochaines années, on va avoir 10 points par mètre carré, c'est beaucoup plus dense sur l'ensemble de la France. Donc c'est un autre projet financé par le fameux FTAP dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, vous avez reconnu le Stade de France. Je précise simplement que le lidar, il ne connaît pas la couleur. Donc les points, ils ont été colorisés avec une photographie, en fait. Voilà, ça donne ce genre de choses. À quoi ça sert? À plein de trucs. Avoir une vision plus précise des formes de tout ce qu'il y a sur le territoire,
Et quand il n'y a pas grand-chose et qu'on a juste le terrain, on aura un modèle numérique de terrain précis, dense, qui nous permettra de mieux simuler les inondations. Il se trouve que c'est utilisé aussi en forêt pour voir ce qu'il y a en dessous de la canopée. Alors, je vous ai parlé de données acquises avec des matériels. Eh bien, vous êtes tous fournisseurs de données, parfois sans le vouloir. Alors, OSM, je vous avais raconté que les gens, ils avaient indiqué dans OSM qu'il y avait des choses qui étaient cassées, c'était volontaire. Et vous êtes tous, d'une certaine manière, fournisseurs de données, parfois de façon involontaire, c'est ce qu'on appelle les données participatives. Alors, il y a une célèbre marque de station météo, c'est Netwatmo. Quand vous ne lisez pas bien les conditions générales, moi je le fais aussi, hein, je clique en disant que tout va bien. En fait, ça publie la température de l'endroit où vous avez posé votre station sur Internet. Et donc, il y a une carte du temps. Alors, pas collaborative, participative. Ici, alors Citadin, c'est Citadin. Bon, vous connaissez tous. Ça fait belle lurette que ça existe. Il y a des caméras, il y en a toujours. Il y a des caméras, il y en a toujours. Ça mesure en gros le trafic. La présence de votre voiture, elle est captée par une caméra. C'est dit, ah tiens, il y a une voiture, et ça. C'est comme ça qu'ils mesurent le trafic. Et puis ça aboutit donc à ce flux tout vert. Et on en rêve. Bon, par contre, il y a des accidents. Et ça, c'est un phénomène important qui devrait être on devrait le savoir le plus vite possible. Et on est collectivement de plus en plus réactifs par rapport à ça. Enfin, quelque chose que j'adore, c'est Waze. Alors Waze, c'est une société israélienne qui a été rachetée par Google. Je m'en sers, j'adore Waze. Mais il sait tellement de choses sur nous, c'est incroyable. Il sait quand vous roulez trop vite sur l'autoroute, par exemple. Alors, Waze, c'est une boîte privée qui possède des données qui pourraient être d'intérêt public. Et il y a une grande mouvance de l'open data. Il y a Éric Botorel, un député, qui a mené une mission sur la politique publique de la donnée. Là, je vous ai parlé de données publiques, je dis bien la politique publique de la donnée, visant à mieux partager les données entre administrations, la diffusion, etc., mais aussi à rendre accessible à la sphère publique des données d'intérêt général qui sont détenues par des sociétés privées. Ces données-là, le trafic, que Waze connaît très très bien, elle pourrait être d'intérêt public pour la recherche, par exemple. Aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à avoir des données de trafic, parce que ce sont de véritables trésors de guerre des sociétés privées, et on essaye de les avoir pour la recherche. C'est extrêmement compliqué à avoir. Alors, ça pourrait bien changer, c'est l'ensemble du public-privé en fait qui va devoir échanger des données dans le cadre des actions qui seront mises en place suite à l'étude, à la mission politique publique de la donnée de M. Botorel. Alors c'est assez récent, c'est 2020, et les administrateurs des données ministérielles ont été nommés en 2021. Voilà. Encore des données participatives. Alors là, il y a quelque temps, quand vous vouliez dire à un site internet que vous n'étiez pas un robot, vous deviez saisir un numéro. En fait, vous saisissiez le bon en général, et ce qui s'est passé, c'est qu'aux États-Unis, ils ont mis à jour leur base de données adresse, 113 rue de la Pomme, etc., avec ces systèmes-là. Donc ils avaient de la manœuvre gratuite. Quand c'est gratuit, c'est vous le client. Donc ça avait de la valeur pour peut-être Google, mais peut-être un autre, je ne sais pas. C'était des CAPTCHA. Alors, ils étaient malins parce qu'ils savaient bien que certains se tromperaient et qu'il fallait choisir, disons, le nombre majoritaire, etc., etc. Donc moi j'avais joué et ça m'est arrivé volontairement de saisir n'importe quoi, et ça allait aussi. Mais la majorité de la population, consciencieuse, c'est le bon numéro. Et ils ont mis à jour la base de données adresse comme ça. C'est un peu plus moderne maintenant. Voici les CAPTCHA plus récents. Ici, on vous demande de saisir où sont les ponts et où sont les voitures. Alors c'est pareil, hein. Ça a une grande valeur pour l'entreprise qui est derrière. C'est gratuit pour vous, mais ça a de la valeur pour l'entreprise. Vous apprenez, vous fournissez en fait des images qui correspondent à un objet, pont, voiture, qui sont consommées dans des apprentissages qui vont permettre au moteur d'intelligence artificielle de faire mieux. Et c'est vous, moi, qui alimentons en fait des banques de données d'apprentissage pour la fameuse intelligence artificielle. Gratos pour eux. Une anecdote, Strava. J'ai pas l'air, mais je suis sportif.
je fais du vélo, j'utilise Strava, et j'aime publier mes traces. Il y a une base américaine en Orient, je ne sais plus si c'était l'Irak, le Pakistan ou l'Afghanistan. Il y a des sportifs, forcément. Eh bien, sur Strava, les méchants ont trouvé la base. Et voilà. Alors, il y a des cartes de chaleur, hein. Plus c'est intense, plus ça circule. Donc en fait, on voit bien qu'ici, c'est plutôt ça circule beaucoup parce qu'il y a certainement des véhicules qui passent tout le temps, etc. etc. Et puis là, c'est peut-être plutôt des coureurs, quoi, qui vont aller se promener. Bon. Les Américains ont fait en sorte d'éviter ce type de phénomène parce que c'est trop facile de trouver la base et d'aller faire du mal aux militaires. Alors avant de passer à l'IA, je vais vous parler très rapidement du Big Data. Donc fut un temps, Big Data c'était les 3V, volume, variété, vélocité. Ensuite c'était les 5V. Voilà, il y a des V partout. Maintenant c'est les 9 ou 10 ou 11V, je ne sais plus. Donc je vais passer très rapidement sur les quelques 5V que je maîtrise à peu près. Alors, bon, le volume, je vous ai montré des trucs, c'est ultra volumineux tout ça, quoi. La vélocité, le véhicule autonome qu'on nous promet, il va traiter des masses de données et devoir décider extrêmement vite. La variété, données fournies par l'homme, volontairement ou involontairement, des données géographiques, des images, mais aussi des points 3D, des choses comme ça, c'est extrêmement varié. Les températures aussi, hein, dont on parlait tout à l'heure. La véracité, c'est un vrai sujet. C'est un vrai enjeu stratégique en fait. Google a été décrié dans la presse pour modifier les frontières des États, pas à sa guise, mais en fonction de certains intérêts stratégiques. Et il modifie même ce que vous pouviez percevoir quand vous connectez à Google en fonction du pays dans lequel vous étiez. Donc il y a un vrai sujet de véracité. Est-ce que l'information est vraie ? D'ailleurs, au passage, je vous pose la question, est-ce que tout ce que je suis en train de vous raconter est vrai ? Enfin, la valeur. Alors, le Big Data, ça a créé plein de métiers. Hein, data scientist, data engineer, etc. Je vous ai déjà oublié. Donc, s'il y a des métiers associés à ces grands mouvements de la data, c'est qu'il y a de la valeur, et des sociétés recherchent des profils. Data scientist, par exemple, on a du mal à en recruter, les bons, ils sont tous déjà pris, quoi, en fait. Voilà, donc une vraie valeur. Lui, c'est Gordon Moore. Alors, c'est un scientifique et un informaticien américain qui a prédit que la puissance de calcul d'un ordinateur, ça multiplie par 2 tous les 2 ans. Alors, c'est pas exactement 2, c'est pas exactement tous les 2 ans, mais on s'aperçoit que, disons, 50 ans plus tard, comment ? C'est pas l'honneur d'ailleurs. Ouais. On s'aperçoit 50 ans plus tard qu'il avait bon. Alors les spécialistes savent que ici c'est en fait une échelle logarithmique, bien évidemment. Alors il se trouve que cette loi de Moore, elle est valable pour les données. La production, ouais c'est bon. La production de données, elle grandit de façon exponentielle. Alors les unités là, c'est des états. Alors ça vaut 1000 milliards de gigas. Alors c'est 1 milliard de téra. Alors 1 téra. C'est en gros ce que vous avez sur un disque dur que vous avez dans votre poche, ça pèse 1 à 4 téraoctets. Ben là, c'est donc 1 milliard de disques durs hein, qui sont produits chaque année. Et donc en 2021, on est à 50, en 2035, on sera à 2200, donc dans 15 ans, on aura produit 40 fois, on produira chaque année 40 fois plus de données qu'aujourd'hui. Voilà. Ces données, il faut les faire circuler dans le monde. Donc voici rapidement une carte qui sert à expliquer le réseau de câbles souterrains dédiés à l'Internet. Alors un de ces câbles a été posé récemment par Orange et ses partenaires, et c'est là que j'ai trouvé le débit d'un des derniers câbles, c'est 160 terabits par seconde. Ça fait donc 20 téraoctets par seconde, donc les fameux disques durs, là, vous en prenez 20 et ça passe en 1 seconde dans le câble, dans les deux sens, et il y a plusieurs câbles bien entendu. Donc voilà une idée des débits. Pardon. Ah, une petite excursion. Ce monsieur, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est un Français, c'est Albert Fert. Il a découvert la magnétorésistance géante. Alors, c'est quoi la magnétorésistance géante? C'est un phénomène quantique qui fait que les disques durs à plateau, là, qui vont bientôt disparaître, fonctionnent. Alors il l'a eu avec un Allemand. L'Allemand, il a fait un brevet. Bon, il a eu le Nobel. Hein. Voilà, l'IA, rapidement. Alors on va se concentrer sur l'apprentissage profond. C'est une des familles d'IA.
Retenez quelques éléments que je vais vous dire. L'IA, c'est pas un miracle. Ça fait une tâche précise et ça répond à une tâche précise qu'il faut lui donner, quoi. Il faut lui donner des données d'apprentissage. Et c'est l'intelligence de l'IA, elle vient des données d'apprentissage qu'on lui a fournies. Si vous lui donnez n'importe quoi pour le faire lire n'importe quoi également, il le fera, mais c'est parce que vous lui avez appris à faire n'importe quoi. Alors, rapidement, vous lui donnez donc des images, par exemple, avec des vérités. Cette image, elle correspond à ceci. Pensez chat, chien. Ces données d'apprentissage, là, les images en entrée, ça rentre dans une machine qui apprend. Et puis ensuite, vous faites travailler la machine qui a appris, elle est là, ce qu'on appelle le modèle entraîné. Vous lui donnez des images, vous voulez savoir ce que c'est, et ça vous donne les résultats. C'est ce qu'on appelle les prédictions. Il me reste peu de temps, c'est ça? Oui. Oui. Alors, rapidement, c'est pas un miracle, et ce que la machine a appris, ça a les mêmes biais que l'apprenant, celui qui lui apprend. Et on a des IA qui sont parfois racistes, voire sexistes. J'en profite, ceci n'est pas une vraie photographie d'une jeune femme, c'est une image qui a été créée par une intelligence artificielle. C'est super créatif et vraiment parfois trompeur, quoi. C'est ce qu'on appelle un GAN, Generative Adverse Network. Je passe sur Yann Lequin, un des pontes de l'intelligence artificielle. Je signale quand même qu'il est français, qu'il a travaillé à l'Essier en 83. Ça fait partie de la Cité des Cartes. Ici, il y a l'ENG, l'école de l'hygiène, ici, il y a l'école des ponts. Il a eu le prix Turing en 2018, c'est le prix des informaticiens, quoi. Il est directeur de la recherche en IA chez Facebook, maintenant. Ce qu'on fait pour l'environnement et la PAC en particulier, la politique agricole commune, donc voilà un satellite Sentinelle. En gros, ce qui est sympa avec Sentinelle, c'est que ça passe toutes les semaines aux mêmes endroits, et ça mesure des choses super sympas, ce qu'on appelle les séries temporelles. On mesure des choses comme ça, pour le maïs, et des choses avec les mêmes données qui sont très différentes pour la betterave. Donc ça permet de distinguer les cultures. Et ce qu'on fait pour la PAC, c'est avec ces choses-là, d'essayer d'aider au pré-remplissage des données pour les agriculteurs dans le système, alors je crois que c'est ISIS, enfin le système de déclaration de la PAC, quoi. Dans un premier temps, on contrôle en disant « Oh là, la machine pense que c'est pas tout à fait bon, on vous suggère ». Plus tard, on va pré-remplir pour faciliter le travail des agriculteurs. Il existe un projet européen NIVA qui va homogénéiser la PAC au niveau de l'Europe, parce qu'on ne fait pas tous la même chose en fait, et essayer de rendre tout ceci plus automatique. Ce qui explique aussi l'investissement lourd dans les satellites. Je passe. DeepMind, c'est une filiale de Google qui révolutionne certains chantiers grâce à l'intelligence artificielle. Alors ici rapidement, ils ont éclaté tous leurs adversaires dans le calcul de repliement des protéines. Alors la forme 3D des protéines, c'est vachement important parce que c'est comme ça que fonctionnent les messages entre nos cellules. Je passe les détails. Ils les ont éclatés, ça se voit là. Ça c'est leur logiciel AlphaFold. Tac, ils atteignent 100%. Et voici une protéine. La forme 3D d'une protéine, c'est la molécule qui s'appelle pembrolizumab. C'est une immunothérapie de classe anti-PD1 qui, quand elle fonctionne, fait de véritables miracles, alors essentiellement pour le cancer du poumon, le mélanome métastatique et le cancer du rein. Voilà, je conclus. Voici l'ordinateur quantique de Google, rien à voir avec le sujet. Voici l'ordinateur quantique de IBM. Google n'est pas seul, quoi. Je voudrais que vous reteniez que l'IGN, c'est pas juste un fournisseur de cartes, c'est un établissement qui est de plus en plus technologique. On a la recherche de l'innovation en aide des startups. Nous sommes au service des politiques publiques. Les effectifs publics qui baissent. Nous, on a des compétences, on renforce nos compétences, on continue à produire avec notre expertise. On fait de façon experte pour mieux faire faire à d'autres. Et une dernière, je peux. La gravitation. Donc c'est la fameuse une conséquence de la relativité générale. Ces messieurs sont Alain Briet et Thibaut Damour. Je ne sais pas si vous les connaissez, médaille d'or du CNRS 2017. Alors il y en a un des deux, une de ses fantaisies, c'était de calculer les ondes gravitationnelles produites par la fusion de deux trous noirs. Moi j'aime bien jouer au Lego. Un passionné. Alors, ils ont calculé a priori une forme d'onde gravitationnelle. A priori, et une forme d'onde. Si bien que lorsque, en 2015, on a tous appris qu'il y avait effectivement des ondes gravitationnelles qui ont été mesurées,
C'est parce qu'ils ont identifié dans le signal reçu la forme d'onde en question, et c'est comme ça qu'on a pu montrer que c'était effectivement deux trous noirs qui étaient en train de fusionner. Bon, une forme d'onde a priori, c'est une superbe contribution à cette expérimentation. Vive le CNRS. Alors à quoi ça sert tout ça? Moi j'en sais rien, sauf que comme la relativité il y a 100 ans, ça va bien servir à quelque chose un jour. Je vous remercie pour votre attention.